15 heures, au centre de traitement des appels des pompiers de Dijon, en Côte d'Or. Les drames de la route, ces pompiers les vivent au quotidien, en direct. Les pompiers, je vous écoute. Un accident de la circulation à Clénay? D'accord. Vous connaissez la route? Au bout du fil, une femme de 41 ans qui vient de faire une sortie de route. Premier objectif des pompiers, envoyer les secours les plus proches. Je vous localise, hein. Il y a des enfants qui crient derrière. Est-ce qu'ils sont blessés? Ils sont combien les enfants derrière? 2? 3 vies sont en jeu, dont celle de 2 enfants de 3 et 5 ans. Donc la voiture a fait des tonneaux. Est-ce que vous êtes coincé dans la voiture? À l'envers dans la voiture, d'accord. Je vous envoie les pompiers, raccrochez pas. Quelques secondes plus tard, à la caserne du Centre-Nord. Le VSR, véhicule de secours routier, est immédiatement mobilisé avec 5 pompiers. Dans un autre véhicule, Thierry, lieutenant et chef de groupe. Il est pompier professionnel depuis plus de 30 ans. Vous avez une notion de gravité au sujet des victimes? La femme sera toujours à l'intérieur, bloquée au niveau de la ceinture et blessée au niveau des mains et de la tête. Un enfant indemne et un légèrement blessé. Donc il y a un enfant de 5 ans et le deuxième de 3 ans. Et la maman à 41 ans pareil. Et ensuite, En intervention, les pompiers sont autorisés à dépasser la limitation de vitesse, mais seulement de 20 km/h, sinon c'est l'amende. on est toujours sur le fil. Le temps, c'est d'arriver évidemment le plus rapidement possible pour porter les premiers secours. Sans doute à cause d'une vitesse excessive, la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule sur cette départementale. Dans un accident mortel sur 5, les conducteurs ne portaient pas leur ceinture. La mère de famille, elle, était bien attachée. Si sa ceinture lui a peut-être sauvé la vie, elle va compliquer son sauvetage. Parce que le sang commençait à... Donc j'ai juste battu la tête comme ça. Alors, je vais prendre le relais, merci. Alors, elle est pendue par la ceinture. La ceinture, elle me fait mal. Ouais, j'ai mal au torse, j'ai mal au ventre. Alors, on va essayer de vous enlever au plus vite de votre véhicule. D'accord? Tu tiens, c'est bon, je l'ai. La priorité des pompiers, protéger les cervicales de la victime. Mais la position de la femme leur laisse peu de marge de manœuvre. Ça va être possible de poser un collier cervical dans la position? Ah non, on l'a pas dans le pas comment elle est là. Oh non, là, c'est pas possible. On essaiera de faire un maintien tête. Ouais, bah je lui tiens là. long Je lui ouais, tiens ok. et puis. Moi, je pense qu'il faudrait plaquer le plan dur, la détacher et la mettre dessus. C'est bon? Je peux te lâcher? Doucement, doucement, doucement en arrière. C'est quoi ça? Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Ne vous inquiétez pas. Thierry, le chef d'intervention et son collègue doivent rapidement trouver la meilleure stratégie pour extraire la conductrice. On coupe la ceinture, on relève le dossier, on est bien calé tout ça et on la sort comme ça. Hein. Thierry doit aussi vérifier l'état de santé des 2 petites filles qui étaient à l'arrière. Extraites de la voiture par un couple de témoins, elles semblent indemnes. Mais le secouriste sait que certaines lésions peuvent apparaître plusieurs minutes après l'accident. Vous les conditionnez, vous les mettez dans votre SAV et puis tu me fais un bilan à la suite, d'accord? Elles ont 3 et 5 ans, ok? Les fillettes sont choquées. Alors, Thierry et son collègue vont jouer les papas rassurants en attendant l'arrivée de leur vrai père. Ouais, vous avez des beaux nounours. On a un accident, nous. Ah oui, vous avez un accident, bah oui, mais bon, ça arrive, hein. Oui. C'est pas grave, hein. On va vous emmener à l'hôpital, mais il y a votre papa qui va venir avec vous, d'accord? Oui. Pourquoi moi, j'ai pas attaché? Ah, mais t'inquiète, on va t'attacher, c'est bien ça. Je veux. Et quand on monte dans une voiture, faut toujours être attaché. Ah oui, j'étais en train de te le dire. Hein? Même le siège, il va bouger, tu vas voir. Ouais. Le siège, il va bouger. Leur maman, elle, est encore dans une situation délicate. Pour l'extraire, les pompiers doivent la libérer de l'emprise de sa ceinture, puis glisser un brancard sous son ventre.
Toi, tu as le coupe ceinture. Ouais, c'est bon. Toi, tu te mets là. Tu tiens bien le bassin. Tu tiens bien le bassin et puis au niveau du genou. Est-ce que, Ida, tu peux pas te mettre de l'autre côté? Quelqu'un peut aller de l'autre côté, là? On peut couper la ceinture, Top. Les allonger. Je vous tiens, je vous tiens. C'est bon, Attends, elle est là. Il y a l'attache. Bougez pas, C'est bon. restez comme ça. La ceinture est enlevée, c'est bon. Et on tient les jambes et on essaye de hisser en même temps la dame et la planche. On va vous On va vous sortir, hisser, madame. Avec une précaution infinie, les secouristes portent maintenant la victime à bout de bras, tout en maintenant son cou immobile. Non, on vous tient, madame, on vous tient. En cas de fracture des vertèbres, la moelle épinière pourrait être sectionnée et provoquer des lésions irréversibles. Est-ce que là, ça va au niveau des jambes et le bassin, madame? Ça va? Ok. Donc, une femme dégagée de la voiture par le personnel du VSRS est prise en charge par le VSAV au sud. La mère de famille a eu de la chance. Elle s'en sortira avec seulement quelques contusions. Elle est l'un des nombreux visages qui se cachent derrière les mauvais chiffres de la sécurité routière. Presque 60 000 accidents en 2017, 1300 de plus que l'année précédente. Après 3 années de hausse, le nombre de morts sur les routes françaises a légèrement baissé en 2017. Mais les chiffres restent alarmants, presque 10 morts par jour. La vitesse excessive est la principale cause de ce bilan macabre. Notre enquête démarre sur les départementales, les routes les plus meurtrières de France. Il avait la priorité, quoi. Il arrivait à toute vitesse, il n'a pas eu le temps de freiner, quoi. Ces routes concentrent plus de la moitié des accidents mortels, alors qu'elles ne représentent que 40% du réseau routier. Ça va, monsieur? Derrière ces chiffres, des vies brisées, comme celle de la famille de Benjamin, fauché à 21 ans par 2 chauffards qui lui ont refusé la priorité. Vous avez les gendarmes qui viennent taper à la porte. Vous dire que votre fils, Benjamin, a été tué sur la route. Isabelle, sa mère, les considère comme des meurtriers. Leur procès se tient dans quelques jours. Elle attend ce rendez-vous, la peur au ventre. Dur. C'est dur. Pour tenter de faire baisser le nombre de tués, le gouvernement a dégainé une mesure choc. Réduire de 90 à 80 km/h la vitesse autorisée sur les 400 000 km de routes secondaires. On veut pas du 80! De quoi excéder les milliers d'automobilistes et motards qui empruntent quotidiennement ces routes départementales. Selon eux, baisser la vitesse ne servira à rien. Ils accusent l'état des routes et le manque d'éducation des usagers. Ce qu'on est en train de cramer aujourd'hui, c'est le symbole d'une sécurité routière qui n'existe plus. C'est le symbole d'une sécurité rentière. Et s'il y a un lieu où les automobilistes au comportement dangereux se bousculent, c'est bien à Paris, sur le périphérique. Mettez-vous là, mettez-vous en sécurité. Sur cet axe routier emprunté par 1,5 million de véhicules par jour, les policiers ne comptent plus les dépassements imprudents. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Sortez à la porte tout de suite. Les conduites sans permis. Vous êtes inscrit en auto-école? Je me suis inscrite, mais j'ai pas commencé. Ou les conducteurs qui téléphonent. Le téléphone, la smart, allez. L'éducation des usagers de la route est-elle la clé du problème? Nous avons voulu percer le secret des Danois. Leur pays compte 2 fois moins d'accidents qu'en France. Et là-bas, les contrôles de vitesse ont de quoi surprendre. Les policiers attendent parfois plus de 3 heures pour espérer croiser un contrevenant. Ah, là j'en ai une. Et c'est combien? L'amende? Attendez, il faut que je vérifie. Alors, doit-on choisir entre la vitesse ou la vie? Aux côtés des secouristes, policiers, mais aussi des usagers, enquête sur les nouveaux dangers de la route. Voici la D120 en Côte d'Or, une départementale comme tant d'autres, dont les usagers sous-estiment souvent la dangerosité. Ce long bandeau de bitume est traversé par de nombreuses petites routes. Ce matin, une voiture lancée à pleine vitesse sur l'une d'elles n'a pas marqué la priorité.
Elle a percuté un tracteur. L'impact a été d'une extrême violence. La victime, un jeune homme de 24 ans, est conscient mais très sérieusement blessé. Encore une intervention délicate pour les pompiers de Côte d'Or. Tiens, vous aussi. C'est pas trop mal. Ok. Vous avez deux verres. David, lieutenant et chef des opérations, coordonne les secours avec Marine, médecin anesthésiste du SAMU de Dijon. Dès qu'on peut, le médecin du SAMU va se rendre compte visuellement de l'état des jambes de la victime, savoir s'il y a quelque chose de grave ou non. Et en fonction de ça, on avisera de la manière qu'on va utiliser pour l'extraire du véhicule. Problème, pour l'instant impossible d'accéder à ses jambes. Ah ben, la jambe droite de nouveau. À la jambe droite, ouais. De plus en plus mal à la jambe droite. Toutes les tôles sont enchevêtrées, donc il faut arriver à se faire de la place. Le principe, là, ça va être de réussir à rentrer déjà du côté du passager, de retirer la portière pour accéder et avoir en visuel ses jambes. Là, il commence à découper la deuxième portière pour se faire un maximum de place. Une fois les portières arrachées, l'équipe médicale est confrontée à un nouveau problème. Le jeune homme est piégé sous le bloc moteur, enfoncé par le choc. Il y a le moteur sur les jambes, on ne peut pas y avoir accès. Je ne peux pas bouger parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment coincé. Il est vraiment coincé, ouais. Et il a mal. C'est un choc d'une extrême violence, en choc frontal, et ce qui a généré l'affaissement du véhicule devant et le fait que la victime soit incarcérée à l'intérieur. Le risque principal, que la victime fasse une hémorragie interne. Il faut l'évacuer au plus vite vers l'hôpital de Dijon. Sa mère, qui vient d'arriver sur place, est sidérée par la scène. Je me rendais pas compte de la gravité de l'accident. Après, quand on voit l'état du véhicule... On se dit qu'il a envie, qu'il bouge ses membres. Il bouge tout. Il faut aussi relativiser. David doit maintenant lui faire comprendre en douceur que le sauvetage de son fils va être long et fastidieux. Pour l'instant, ils sont en train juste de découper le véhicule parce qu'il a les jambes qui sont prises. C'est le tableau de bord qui est venu s'affaisser sur ses genoux. Donc on attend de savoir ce qu'il en est. On ne sait pas plus. Dès qu'on aura réussi à se faire de la place, le médecin pourra aller voir ses pieds. Grâce à une pince spéciale, les pompiers désossent l'habitacle pas à pas. Marine, la médecin, s'inquiète du temps qui passe. L'urgence, c'est d'évaluer sur le point de vue neurologique, être sûr qu'il n'y ait pas de lésion au niveau crânien, et après évaluer sur le point de vue cardiovasculaire qu'il n'y ait pas de saignement essentiellement interne. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Qu'on le sorte. Là, on peut que patienter, hein, malheureusement. Patienter et tenter d'atténuer sa souffrance à coups de morphine et de kétamine. Je peux injecter où? Tiens là, ici. Je te refais une orthalgique. Ça va? C'est celui-là. Ouais. Il va être un petit peu déconnecté là. Ouais, d'accord. Le cocktail chimique est très puissant, mais ses effets sont temporaires. Une course contre la montre commence pour les pompiers. Il faut libérer le jeune homme au plus vite de l'étreinte de la tôle. Kevin, fais une corolle parce qu'il faut à bout du pavillon, corolle parce qu'on faire sauter la portière de l'autre côté. Ouais, on n'y arrivera pas autrement. Il est coincé, on ne peut pas l'avoir, il faut le faire comme ça. Ils doivent retirer le toit du véhicule, puis soulever le moteur à l'aide d'un vérin hydraulique. Une opération aussi risquée pour la victime que pour les secouristes. Tu regardes Jordan, bague et compagnie à l'intérieur? Oui, c'est mais qu'on découpe pas sur le renfort de la ceinture ni sur les cartouches. On fait un marquage sur le montant et on découpe. Les chocs frontaux sont souvent les plus graves. Alors, pour les parer, les véhicules récents sont suréquipés. Ce modèle-là ne compte pas moins de 9 airbags et 5 ceintures de sécurité, toutes raccordées à de petites bonbonnes de gaz. Des bombes à retardement qui peuvent exploser si les pompiers les cisaillent. Il est où, Kevin? Ah mais je vais couper en bas. En bas. En haut et en bas. Oui. Difficulté supplémentaire, la solidité des nouvelles carrosseries. Les véhicules qui sont assez récents comme celui-là ont
sont faits, fabriqués de manière à ce que l'habitacle reste le plus sain possible et soit le moins déformé possible suite à un choc. Et là, aujourd'hui, la difficulté qu'on rencontre, c'est que les montants sont renforcés et on voit que c'est assez compliqué à découper. Avec les 36 tonnes de force de coupe de leur cisaille, au bout de 10 longues minutes, les pompiers font enfin céder le toit du véhicule. S'il est coincé, il doit se passer des choses. Allez, on y va doucement. Visiblement, quand on pousse, il a mal. Tu vois ça, je suis là. Non, mais les deux jambes sont libres. Hein. Allez, on recule le siège. Attends, Ludo, on va te donner une. Si ça y va. Ouais, parfait. Voilà. Les membres inférieurs sont enfin dégagés. Mais la victime est à bout de force, au bord de l'évanouissement. Attention pour extraire. Extrayer. 1h30 après l'accident, le jeune homme est enfin libéré de sa prison de tôle et d'acier. Marine va enfin pouvoir l'ausculter et déterminer précisément la gravité de ses blessures. Je comprends que t'es mal, mais il faut qu'on t'examine, d'accord? Je mets de la lumière dans les yeux, c'est normal. On se calme, on se calme. Le jeune homme souffre de fractures multiples aux bras et aux jambes, mais sa colonne vertébrale est intacte. Pour David, étant donné la violence de la collision, c'est un miraculé. Il s'en sort bien, plutôt bien. Ouais. Transféré à l'hôpital de Dijon, le jeune homme subira plusieurs opérations. De longs mois de rééducation lui seront nécessaires. L'autre victime, le conducteur du tracteur, est quant à lui indemne, mais très choqué. C'est un choc quand même, ne serait-ce qu'émotionnel. Non, mais enfin, tant pis pour la tête. Voilà. Fort la tête, parce qu'on n'est pas attaché, nous. Ouais. L'agriculteur roulait à faible allure sur la route prioritaire. Il n'a pas eu le temps de voir la voiture arriver. La voiture est arrivée à grande vitesse et elle m'a percuté, quoi, en fait. Il me devait la priorité, quoi. Il arrivait à toute vitesse, il n'a pas eu le temps de freiner, quoi. Je sais pas. Ce tracteur-là fait... Avec le chargement, il y a peut-être 8-9 tonnes. Ça m'a carrément retourné, quoi. C'est l'un des principaux dangers des départementales. Elles sont empruntées par toutes sortes d'attelages. Engins agricoles, sportifs de tout poil, mais aussi deux roues et camions se partagent les routes étroites et parfois peu sécurisées. Le plus dangereux, les nombreuses intersections qui les jalonnent, souvent annoncées par un simple cédé-le-passage. Dans les Bouches-du-Rhône, un autre jeune homme a eu moins de chance à ce croisement. Il est 8h15, ce 8 mars 2016, lorsque le motard roule en direction de son travail. Une camionnette venant de la droite force le passage. Le jeune homme de 21 ans ne peut l'éviter. Comme chaque semaine depuis 2 ans, Isabelle, sa mère, et toute sa famille reviennent sur les lieux de l'accident. Il venait de Saint-Chamas, il venait par là. Il lui a tapé le coude dans la voiture. Il est venu s'écraser sur le poteau et lui s'est enfui. Le jeune motard meurt sur le coup. Pour sa famille, le deuil est impossible. Isabelle n'accepte toujours pas le comportement du conducteur de la camionnette. Refus de priorité, puis délit de fuite. Ça aurait pas dû arriver. Ça aurait pas dû arriver. Surtout qu'il avait la visibilité, il aurait pu regarder. Il était tellement pressé qu'il n'a même pas regardé s'il y avait quelqu'un qui arrivait ou pas. On n'a qu'une envie, c'est de vengeance de toute façon. C'est... Quand on voit qu'on laisse une personne à terre et qu'on s'en va, pas possible autrement. Regarde comme ils font le stop. Voilà, voilà. Et il a fait pareil en fait. C'est
Et en plus, il a fait exactement la même chose que le gars. Il avait à peu près la même voiture que le gars. Et ils étaient deux dans la voiture. Il y en a un qui a regardé, pas l'autre. C'est dingue, ça. Les motards sont les premières victimes des mauvais comportements des automobilistes. En 2017, 669 d'entre eux ont trouvé la mort sur nos routes. Presque 2 par jour. 9% de plus que l'année précédente. Un risque supplémentaire dont toute la famille d'Isabelle avait conscience. Tous ou presque pratiquent le 2 roues. Pour autant, rien ne prépare une mère à un tel drame. Le matin, vous vous réveillez, vous dites au revoir à votre fils. Vous le voyez tout sourire. Il vous fait le bisou, il s'en va. Et après, à 9h, vous avez les gendarmes qui viennent taper à la porte en vous demandant de vous asseoir et vous dire que votre fils, Benjamin, a été tué sur la route. Donc, comme j'avais un enfant avec moi, j'entends encore ses cris. Et puis, on est allé réveiller le grand. Et après, vous le dites à votre mari, à votre fille, à tout le monde. Demain, 2 ans après le drame, se tient enfin le procès du conducteur de la camionnette. Isabelle ne l'a encore jamais rencontré. Elle aurait aimé découvrir son visage dans une cour d'assises plutôt que dans un tribunal correctionnel. Mais ce type d'accident est qualifié de délit et non de crime. Et au niveau de la peine, on sait qu'ils ne prendront pas cher de toute façon. Que ce soit le passager ou le conducteur, ils ne prendront pas cher. Et ça, tant que les lois ne sont pas refaites et qu'ils ne passent pas aux assises. Ça, c'est radical et ils ne prennent pas cher. Nous, on prend à vie, mais eux, ils ne prennent pas cher. Le lendemain, à Aix-en-Provence, tout le clan est réuni pour l'audience. Isabelle s'y prépare depuis près de 2 ans. C'est une journée importante pour vous? Ouais, et très dur. Parce que de voir un visage sur le tueur de son enfant, c'est dur. Devant le tribunal, Isabelle est rejointe par l'association des victimes de la route, dont elle s'est rapprochée suite à la mort de son fils. Sur les grilles s'affichent les portraits des 127 personnes décédées en 2016 sur les routes des Bouches-du-Rhône. Les 3/4 victimes de chauffards. D'être soutenu, c'est important. De ne pas se retrouver seul. Même si on voit le visage de son fils sur la photo, c'est important. L'association plaide pour une justice plus sévère avec les chauffards. Pour Isabelle, l'audience va être une épreuve difficile, notamment quand l'accusé va s'exprimer. Alors son avocat la met en garde. Une fois que j'ai pris la parole, une fois que le procureur a pris la parole, vous fermez les oreilles. Il faut le dire aux enfants. Je vais leur dire également. Au même moment, le chauffard pénètre dans le tribunal. L'audience peut commencer. Elle durera moins d'1 heure. Et Isabelle ne va pas suivre les conseils de son avocat. Les propos du chauffard vont la bouleverser. Dur, c'est dur. C'est délibéré le 27 mars. Mais il reconnaît rien, il veut rien savoir, je sais pas, il est amnésique. Au moins dire qu'il n'a pas regardé à gauche, au moins dire ça, c'était tout simplement ça. Et là, il continue à dire qu'il avait à droite, que c'est la faute à mon fils. C'est la faute à mon fils. Il aurait dû s'écarter, mon fils. Je suis dégoûtée. Le procureur a requis 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, et 5 ans de suspension de permis pour le conducteur de la camionnette. J'ai mis un visage, maintenant je sais qui c'est qui a tué mon enfant. J'espère que je vais pouvoir avancer avec ça, mais ça va être dur. Isabelle espère que le verdict lui permettra d'avancer. Que l'accusé reconnaîtra enfin sa culpabilité. Elle va devoir encore patienter 2 semaines.
Pour faire baisser la mortalité sur les départementales, comme celle où le fils d'Isabelle a perdu la vie, le gouvernement a décidé de frapper fort en ciblant la vitesse. Le but affiché, épargner 350 à 400 vies par an. À partir du 1er juillet, toutes les routes sans séparateur central seront limitées à 80 km/h au lieu de 90, avec un renforcement des contrôles radars. Il n'en fallait pas plus pour déclencher la colère de certains usagers. Depuis l'annonce de la mesure, partout en France, la fronde s'organise. Allez les petits chats, voilà. Christine habite le village de Belfond, à 8 km de Dijon, où elle travaille en tant qu'agent de la Poste. Aujourd'hui, elle part manifester contre cette mesure qu'elle juge déloyale. C'est pas du tout une mesure qui va, contrairement à ce qui est annoncé, diminuer le nombre de morts. Ça va servir à quelque chose, nous vider les poches encore. Nous vider les poches avec les radars qui vont flasher encore plus. Allez, à ce soir. Théo, tu viens? Non? Bon. Pour se rendre à la manifestation, Christine emprunte justement la départementale qu'elle utilise tous les jours pour aller travailler. Sur 22 km, elle va croiser 3 radars fixes. Route 2 voies sans séparateur central, la D903. Voilà, donc la route typique qui sera par la suite limitée si ça passe à 80 km/h. Vous voyez, on a quand même une belle visibilité. Ah, un petit radar sur la droite qui pourrait dire non, on ne veut pas moins de morts, sincèrement. Seulement, il nous annonce ça toujours avec le même discours, c'est-à-dire toucher au niveau de la sensibilité des gens, les accidents, les personnes blessées, les personnes mortes. Alors, en fait, c'est vraiment pour nous taxer par le biais de PV, d'excès de vitesse, comme ils le font. Je pense que maintenant, les gens sont habitués. Ça rentre un petit peu moins dans les caisses. Tous les moyens sont bons. Depuis 45 ans, toutes les nouvelles mesures contraignantes ont provoqué la même colère et la même incompréhension. Une récente publicité de la prévention routière rappelle pourtant leur incidence sur la baisse régulière du nombre de morts sur la route. 1973, port de la ceinture obligatoire. J'ai jamais eu l'habitude de conduire avec une ceinture et je ne la mets pas. Personne ne peut savoir à l'avance en montant dans une voiture si la ceinture sera utile ou néfaste. 1983, baisse du taux d'alcool autorisé. On m'a dit je la paie. Non, mais on fait un contrôle d'alcoolémie, on va vous demander de souffler. Ça ne pas ce que je dis dans ma voiture quand même, c'est quand même un mot. Boire du vin, c'est pas quand même de l'alcool. Puis les différentes limitations de vitesse et le permis à points. 50, ça fait pas beaucoup. Hein. 50 à l'heure, on roule plus quoi. Et à point, que c'est que ça? C'est de la connerie. Entre rouler à 180 correctement et rouler à 60 n'importe comment, je dirais, il n'y a pas photo, je préfère rouler à 180 correctement. Des arguments qui peuvent paraître cocasses, mais les chiffres, eux, sont incontestables. Depuis 1973, les grandes mesures de la sécurité routière ont divisé par 5 la mortalité sur la route. Pas de quoi calmer la colère des anti-80. À Dijon, Christine rejoint un rassemblement qui, pour une fois, réunit motards et automobilistes. Ils affluent de tout le département pour se rendre devant la préfecture de la Côte d'Or. Première étape, exposer leurs arguments. Il y a 2 motos à nous. C'est Michel et Cédric. C'est Christelle, membre du bureau national de la Fédération française des motards en colère, qui a organisé l'événement. On est quasiment déjà à 700 motos et 70 voitures. Donc c'est une belle mobilisation. Et ça montre encore une fois qu'il y a vraiment un ras-le-bol. Un mécontentement qui s'égrène depuis 3 mois avec déjà plus de 120 manifestations. Ce jour-là, la mobilisation est quasi nationale. Des événements sont prévus dans 80 départements. Est-ce qu'on s'arrête ce soir? Bien, ça c'est une bonne chose. On ne s'arrête pas, on continue. Pour les manifestants, cette mesure est en réalité un cache-misère qui détourne des véritables causes des accidents. Selon eux, la vitesse n'est qu'un facteur secondaire.
La raison première de l'accident, c'est quoi? C'est le comportement humain et c'est l'état des infrastructures. Alors quand on sait qu'il y a encore quelques années, on pouvait se targuer de dire que la France avait les meilleures infrastructures d'Europe, aujourd'hui on est le 7e pays d'Europe. Si les infrastructures étaient entretenues, si la formation était faite correctement depuis le départ, on aurait déjà beaucoup moins d'accidents. La vitesse, ça va rien changer. Selon des associations d'automobilistes, 40% des accidents seraient liés à l'état de la chaussée. Depuis que l'État a confié l'entretien des routes au département, le budget a chuté de 30%. 10 ans plus tard, une route sur deux est en défaut de marquage au sol. 40% des nids de poules ne sont plus comblés. Et 40% des panneaux signalétiques sont devenus non conformes. Allez, on y va, tous en route! Direction le centre-ville de Dijon, pour se faire voir et surtout entendre. Pour justifier le décret, le gouvernement s'appuie sur une expérimentation menée sur 3 tronçons de route départementale, soit près de 90 km. Pendant 2 ans, la vitesse y a été limitée à 80 km/h. Résultat, 20% d'accidents en moins et presque 2 fois moins de morts. Des résultats que Christelle remet en cause. Les expérimentations qui ont été menées aujourd'hui n'ont pas forcément été concluantes. Nous, on a un tronçon pas très loin qui est dans l'Yonne, où finalement, il n'y a pas forcément eu moins d'accidents, moins de morts, et surtout une expérimentation complètement tronquée, puisque pendant les 2 années d'expérimentation, la chaussée a été refaite et un radar a été placé en double sens. Processus démocratique bafoué, expérimentation pipée. Les opposants aux 80 km/h ont le sentiment d'être victimes d'un grand racket organisé par l'État. Vous voulez plus de radars sur les routes ou vous en voulez moins? Devant la préfecture qui a refusé de les recevoir, la pression monte d'un cran. On veut pas du 80! On veut pas du 80! On veut de la sécurité routière! On veut pas de la sécurité routière! Pour les manifestants en colère, le système des radars est à bout de souffle. Aujourd'hui, on est arrivé quand même au maximum de ce que pouvaient faire les radars, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voit un radar va piler devant le radar et va continuer à rouler plus vite derrière. Donc il faut impérativement qu'on trouve d'autres solutions pour réduire les morts sur la route et arrêter de penser simplement à mettre une boîte à flash quelque part. En 2017, plus de 28 millions de PV ont rapporté près de 2 milliards d'euros à l'État, dont la moitié provient des seuls radars automatiques. Ce jour-là, partout en France, ce sont plus de 30 000 personnes qui manifestent. Contre le passage aux 80 km/h, mais aussi pour demander l'amélioration de l'état des départementales. Donc là, ce qu'on est en train de créer aujourd'hui, c'est le symbole d'une sécurité routière qui n'existe plus. C'est le symbole d'une sécurité rentière. Et nous, ce qu'on propose, on sait faire. Formation, état des infrastructures et arrêter de nous pomper du fric pour rien. Malgré la mobilisation dans tout le pays, le gouvernement tient bon. Les routes départementales sans séparateur central seront bien limitées à 80 km/h dès le 1er juillet. Mais la vitesse est-elle vraiment la seule responsable de l'augmentation des accidents? Les arguments sur l'état de la chaussée et le comportement des conducteurs ne tiennent-ils pas plus la route? Pour le savoir, direction le Danemark. Ce pays ne possède en tout et pour tout que 10 radars fixes. Néanmoins, il déplore 2 fois moins de morts sur les routes qu'en France. Pourtant, il y a 6 ans, les autorités ont pris une mesure inverse à celle qui nous attend. Pour réduire le temps de trajet des usagers, elles n'ont pas hésité à rehausser la vitesse de 80 à 90 km/h sur de nombreuses portions de route. Ivar Sand travaille au ministère des Transports. C'est lui qui a mis en place ces nouvelles limitations. En 2011, le gouvernement a voulu améliorer la mobilité sur les routes. Il nous a demandé de chercher les routes sur lesquelles nous pouvions permettre aux gens d'aller plus vite et sans augmenter le risque d'accident. Quel est le secret des Danois? Une première réponse est cachée dans le décor. Sur les portions passées à 90 km/h, ils ont dépensé près de 60 000 € par kilomètre
pour remettre les routes en parfait état. Goudron flambant neuf, centaines de kilomètres de rambardes supplémentaires et nouveau marquage au sol un peu spécial. Là, nous entrons sur une zone à 90. Nous avons installé de larges bandes blanches avec des signaux acoustiques au centre et sur les bords de la route. Vous sentez? Écoutez, on l'entend aussi. Il y a des barrières de protection lorsqu'il y a des objets dangereux sur les côtés. Donc comme vous pouvez le constater, la qualité de la route est excellente. On peut rouler ici à 90 en toute sécurité. Résultat, en 6 ans, les Danois ont constaté 15% d'accidents en moins. Mais en plus du bon état des routes, il y a peut-être une autre explication. Démonstration avec Sven. Ce matin, ce policier effectue un contrôle de vitesse inopiné sur un axe à 90 km/h. Les minutes passent, les véhicules défilent devant son radar. Au bout de 2 heures, toujours aucun contrevenant. Mais Sven est patient. Et enfin... Ah, là j'en ai une. Elle roulait à 107 km/h sur la route limitée à 90. Donc lui, il va avoir une amende. Et c'est combien? L'amende? Attendez, il faut que je vérifie. Ici, les excès de vitesse sont tellement rares que le policier ne se souvient même plus du montant de l'amende. C'est 150 €. Il y a certains jours où nous sortons et nous ne prenons pas une seule voiture en infraction. Un seul excès de vitesse en 3 heures, le rêve de nombreux policiers et gendarmes français. C'est sûrement l'autre secret de la réussite danoise. Si la mesure fonctionne, c'est parce que les usagers jouent le jeu. Chez nous, les automobilistes sont loin d'afficher une telle discipline. Et s'il y a bien un lieu où la mauvaise conduite saute aux yeux, c'est le périphérique parisien, en Île-de-France, l'axe le plus emprunté d'Europe. 35 km de bitume, 1,5 million de véhicules par jour et près de 500 000 infractions constatées chaque année. Un concentré unique de mauvais comportements. Alors, cet axe routier est surveillé 24 heures sur 24 par une unité spéciale. La brigade du périph', qui compte plus de 200 policiers. Laurent fait partie de l'équipe de jour. À 25 ans, il est chef de bord et son quotidien n'a rien à voir avec celui de ses collègues danois. TNP de 48, en contrôle intérieur Montreuil. Excès de vitesse, mais aussi téléphone portable, dépassement dangereux ou conduite sans permis. Chaque jour, les interventions s'enchaînent. Et très vite d'ailleurs, il repère une voiture qui prend la bretelle d'accès à vive allure. Le conducteur semble maîtriser difficilement son véhicule. Laurent décide de le suivre discrètement. Je t'envoie 2. Vas-y, va aller. J'y vais. T'as pas vu. Vas-y. D'abord là, il tard. Ils sont au moins 5 comme véhicule. Vas-y, là, ça risque peut-être de partir. Le conducteur repère enfin la police. C'est en fait une conductrice. Elle ralentit progressivement et tente même de prendre une sortie pour s'échapper. Sortez à la porte tout de suite. Ah bah, va pas rigoler longtemps. Franchissement de ligne blanche, slalom sur le périph' et dépassement dangereux, les infractions sont nombreuses. Reste au volant, on sait jamais. Je te le dis quand c'est bon. Au volant, une jeune femme tout juste majeure. Bonjour mesdames. Vous avez coupé le contact? Merci. Vous pouvez me présenter votre permis, la carte grise, attestation assurance? Je sais pas sur Vous allez venir avec moi s'il vous plaît? Aucun papier. D'expérience, Laurent sait que cela cache souvent d'autres infractions encore plus graves. Est-ce que vous avez le permis? Non? Vous savez conduire? Donc ça vous donne le droit de conduire? Non, mais pas forcément. Vous êtes inscrit en auto-école?
Non, pas encore. Enfin, je me suis inscrit, mais j'ai pas commencé. Venez avec moi. Vous avez une pièce d'identité ou pas? Rien du tout? Je suis sorti. Elle n'a pas le permis. C'est pas ma voiture. C'est pas votre voiture? Non. Est-ce qu'il y a les papiers du véhicule? Ouais, sûrement. Vous avez quel âge? 19. Vous avez vu comment vous avez conduit là? Ouais, c'est vrai, je conduisais. Et en plus, vous conduisez en tongue. C'est interdit ça. C'était pas prévu, monsieur. Ah, c'était pas. Ah oui, mais c'est pas prévu, mais. Non, mais je sais. Conduire sans permis, c'est pas une contravention, c'est un délit. Ouais, je sais. Comme cette jeune femme, entre 500 000 et 2 millions de Français conduiraient sans permis. Pour elle, c'est apparemment a déclaré que c'était habituel qu'elle prenait le volant, alors qu'elle est même pas du tout inscrite en auto-école, pas de permis. Pour elle, c'est normal. Elle allait chercher une copine, et apparemment, une de ses amies qui était dans le véhicule a le permis, mais soi-disant, elle conduit mal, donc elle a pris le volant. Cette jeune femme a mis en danger les autres automobilistes et pris des risques inconsidérés. Sans compter que conduire sans permis revient à conduire sans assurance. En cas d'accident, elle devrait payer de sa poche tous les frais et dédommagements aux victimes. Consommer de l'alcool ou des stupéfiants? Jamais? Sûr? Oui, sûr. C'est quand que vous avez consommé des stupéfiants la dernière fois? Hier soir. Hier soir? Circonstance aggravante, la jeune femme est sans doute sous l'emprise de stupéfiants. Vous allez frotter ça sur votre langue et sur l'intérieur des joues. Tire encore la langue. Frottez. Une autre patrouille vient d'arriver avec une collègue féminine. Une obligation légale pour procéder à la fouille de ces jeunes femmes. Qu'est-ce que tu as? Pour que tu fasses une palpation, elle me déclare spontanément qu'elle n'a pas de permis. Donc, conduisait comme une folle sur le périph'. Elle a fait percuter plusieurs véhicules. Donc, du coup, on la contrôle et puis on me dit directement qu'elle n'a pas le permis. Et elle est positive ou pas? Vous savez, ouais, bah là, elle me dit qu'elle consomme du. Ah, puis elle est positive au cannabis. Ouais, vous savez, les yeux un petit peu rouges et tout. Ouais, non, mais elle m'a dit qu'elle consomme, donc elle est positive en plus. La délinquante de la route n'a pas de cannabis sur elle. Mais son cas va encore s'aggraver. Est-ce que vous êtes connu de nos services, déjà? Ouais, défaut de permis. Défaut de permis, déjà? Il y a combien de temps? Je sais pas, 6 mois peut-être. 6 mois? 6, 7 mois. La jeune femme est donc une récidiviste. Elle ne semble pourtant pas avoir conscience de la gravité de son comportement. Et visiblement, la mauvaise foi ne lui fait pas peur. C'est parfait. En fait, c'est sur le coup, si j'avais un truc à faire, donc j'ai pris la voiture et je suis parti. Mais... Vous savez conduire? Ouais, bah ouais. Je suis arrivé juste ici, je sais conduire. Et vous comprenez qu'on vous arrête? Ouais. Pourquoi? Mais je roulais vite. Mais en plus, je roulais pas si vite que ça. Je roulais à 80. J'ai 10 de plus, ça va. C'est juste comme c'est une petite voiture et vas-y. En fait, ça, elle se voit. Tu vois, c'est pas comme une Merco ou quoi, tu vois, ça va être rapide. Vous voyez pas le bougement. La jeune chauffarde ne semble pas réaliser que passer le permis n'est pas juste une obligation légale, mais qu'il peut être tout simplement utile d'apprendre à conduire. Mais c'est lui qui ne respecte pas la priorité. Moi, je connais, j'ai pas le permis, je connais mon code. C'est une blague. C'est pas comme ça. N'en déplaise à cette jeune femme, les conducteurs sans permis étaient impliqués dans plus de 240 accidents mortels en 2017. Bah là, on a ramené la demoiselle au commissariat du 20e arrondissement pour représentation à l'officier de police judiciaire. Donc après, on verra. C'est lui qui va décider de son sort après. Malgré une conduite sans permis en récidive et sous l'emprise de stupéfiants, la jeune femme n'est pas placée en garde à vue. Elle sera convoquée ultérieurement pour être jugée. Elle risque jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Pour Laurent, la journée est loin d'être terminée. Il est appelé sur un accident impliquant une autre population dite à risque. Intérieur Ivry. 2 voitures se sont percutées sur la file centrale. On est sur place. Le conducteur du premier véhicule semble calme. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur l'accident? Mettez-vous là, mettez-vous en sécurité. 17h30, c'est l'heure de pointe. Laurent doit dégager la voie au plus vite pour éviter de former un bouchon trop important.
et surtout que les accidentés ne se fassent percuter. Sur le périph', le danger est présent à chaque instant. Éviter qu'il y ait un suraccident, parce que généralement ça arrive vite sur les arrières et ensuite ça peut occasionner des dégâts supplémentaires, quoi. Malgré les cônes de signalisation, il n'est pas rare que certains automobilistes indisciplinés tentent de forcer le passage. Laurent se dirige maintenant vers le véhicule fautif. Il y découvre une femme incohérente. Pourtant, elle n'a pas consommé de drogue. La raison, c'est 90 ans. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Comment? Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Non, je n'ai rien vu. Vous avez rien vu? Ah pourtant vous êtes rentré dans le véhicule là? Non, je ne peux pas rentrer, c'est eux qui sont rentrés dans moi. Ah mais là, c'est pas possible, madame. Le débat revient régulièrement sur le devant de la scène. Au-delà d'un certain âge, les conducteurs ne doivent-ils pas prouver qu'ils sont toujours aptes à prendre le volant? Dans de nombreux pays d'Europe, pour renouveler leur permis, les plus de 70 ans doivent présenter un certificat médical. En attendant une telle mesure en France, Laurent doit trouver des solutions au cas par cas. Donc là, c'est encore un cas un peu particulier à gérer. Donc là, on va essayer de contacter quelqu'un de sa famille pour qu'il vienne la chercher, parce que là, elle est un peu désorientée. Donc en même temps, la madame, elle est née en 1928. Donc elle est un peu âgée pour conduire là. Vous avez de la famille que vous pouvez contacter? Ouais, je sais pas. Ils n'ont pas le téléphone. Vous n'avez pas de téléphone? Mais il y a qui qu'on pourrait contacter? Vous connaissez un numéro? C'est mon fils qui a des numéros, moi je n'ai pas le numéro. Laurent se fait du souci pour la vieille dame. Alors il va demander au dépanneur de prendre soin d'elle. Bonjour. Bon, la dame, elle est un peu âgée, elle est un peu désorientée. Je pourrais lui donner un coup de main pour l'assurance. Il y a le dépanneur, il va vous aider à appeler l'assurance. Comme ça, l'assurance, ça va vous ramener chez vous. D'accord? Oui, d'accord. Comme ça, après, vous pourrez voir votre fils. En moyenne, la brigade du périph' intervient une vingtaine de fois par jour. C'est bon? Mais c'est surtout la nuit que le périph' devient l'axe routier de tous les dangers. Incivilité, vitesse excessive et alcoolémie sont beaucoup plus fréquentes. Ce samedi, il est 22h30. Comme chaque soir, les hommes de la brigade de nuit prennent leur service. Cédric, 25 ans, est arrivé ici il y a seulement quelques mois. Il appartient à l'un des 4 équipages nocturnes en patrouille ce soir. Voilà, pour l'instant, on est en patrouille. On vérifie à l'intérieur des véhicules si on constate des infractions, les téléphones, les ceintures. On vérifie le comportement des individus aussi qui sont sur la route, savoir s'ils ne roulent pas trop vite, s'ils n'ont pas un comportement dangereux pour les autres usagers de la route. C'est la magie du périph'. On ne sait jamais sur quoi on va tomber en fait. Les soirs de week-end sont les plus chargés pour la brigade. Très vite, Cédric repère l'infraction la plus courante à Paris. Le téléphone au volant. Il oblige le conducteur à se diriger vers la prochaine sortie. Bonsoir monsieur. Présenté votre permis de conduire, attestation d'assurance, certificat d'immatriculation s'il vous plaît. On vous contrôle pour le téléphone, monsieur. Ah non, mais moi le téléphone il était déjà tombé. Hein. Je vous ai vu, j'ai fait comme ça, on m'a dit m'arrêter, je vous ai arrêté. J'ai rien à me reprocher. En France, le téléphone est en cause dans près d'un accident sur 10. La lecture d'un SMS multiplie par 23 le risque de collision. Donc là, monsieur était au téléphone. Ah, il dit que non, mais bon, c'est mauvaise foi des gens. Et donc là, il va être verbalisé pour le fait qu'il ait mis en danger sa sécurité, celle des autres. Mais le conducteur ne l'entend pas de cette oreille. Il maintient sa version et ne réalise pas le danger de sa conduite. Vous aviez le téléphone en main, vous avez baissé votre main. Mon téléphone était tombé depuis 5 minutes, je cherchais, je mettais la main comme ça. Et quand je vous ai vu, j'ai mis la tête comme ça. Parce que j'avais la ceinture, ça m'a bloqué. Vous aviez le téléphone, monsieur. Après... J'ai pas le téléphone, j'ai pas appris, j'ai rien fait. D'accord, monsieur, vous pouvez regagner le véhicule, s'il vous plaît? Allez-y. L'homme finit par remonter dans sa voiture, mais il n'hésite pas à remettre en cause l'honnêteté des policiers. Je ne reconnais pas l'infraction, il n'y a pas de souci, je ne reconnais pas l'infraction. Franchement, vous n'avez pas de bonne foi. Franchement, je vous dis honnêtement. Monsieur,
mais je vous dis, il n'y a pas de bonne foi. Moi, je m'appelle de... Ah, il n'y a pas de souci. On fera une réclamation. Je signe pas. Reconnu ou pas, l'infraction a été constatée par les policiers. L'attitude du conducteur est classique, mais difficile pour Cédric et ses collègues de faire changer les mentalités. Les policiers reprennent leur patrouille et la nuit va se poursuivre de manière inattendue. À peine rentrés sur le périphérique, les policiers repèrent une berline noire qui roule à vive allure en slalomant. Une conduite très dangereuse. Cédric et ses collègues se lancent immédiatement à sa poursuite. Bonsoir, baissez votre carreau s'il vous plaît. Bonsoir, on va sortir à la prochaine porte pour un contrôle. Allez-y, on vous suit. Excès de vitesse, dépassement dangereux, le conducteur risque jusqu'à 6 points en moins et 270 € d'amende. Bonsoir monsieur, police nationale, vous présentez votre permis de conduire, certificat d'immatriculation, attestation d'assurance. Vous étiez à combien? Dans 80. Je le reconnais. Un peu plus même. Moi, j'étais à 80, non, je le reconnais, il n'y a pas de souci. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non, du tout. Des substances illicites? Non, du tout, je déposais mes collègues à Paris. D'accord. Allez, soufflez fort et longtemps. Le conducteur reconnaît l'infraction, il est calme et ne se cherche pas d'excuses. Un comportement assez inhabituel qui intrigue Cédric. Le policier va vite découvrir pourquoi. J'ai une Peugeot 508. Un détail attire l'attention de ses collègues au commissariat. Vous êtes en écoute Delta? Allez-y, je vous écoute. L'écoute Delta, c'est l'écoute discrète. Les policiers doivent s'éloigner et baisser leur radio pour ne pas alerter les suspects. Ça pue la merde. Vous allez vous rapprocher rapidement de l'intérieur Clichy, rapport à 48. Ok, ça pue la merde. Une autre patrouille est appelée en urgence. La voiture est inscrite au fichier des véhicules recherchés par la police. Il faut intercepter le véhicule, interpeller les occupants en prenant toute précaution utile. Prendre toutes mesures. Pour le moment, Cédric et ses collègues ne savent ni pourquoi ni à qui ils ont affaire. En attendant les renforts, les policiers entourent discrètement la voiture. Nico, t'as reçu? 3 minutes plus tard, les renforts arrivent. Ils sont désormais 8 policiers. La voiture est en fait déclarée volée. Mais impossible à ce stade de connaître le profil exact du conducteur et de ses passagers. On va rester tranquille et... Vous avez rien de dangereux sur vous, c'est bon? Depuis les attentats de 2015 à Paris, les forces de l'ordre sécurisent au maximum chaque intervention, même la plus banale. Ça peut être très très dangereux, c'est pour ça qu'ils sont là aussi, qu'on a eu le renfort de notre deuxième patrouille, donc histoire qu'il y ait le moins de dégâts possible, quoi. Si jamais ça s'énerve un petit peu, quand il y a des gros problèmes, des blessés ou quoi, ça part souvent d'un contrôle routier qui dégénère, et juste parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. En fait. Auditionné, le conducteur confiera être en réalité un chauffeur de VTC qui n'a pas payé la location de sa voiture depuis 2 mois. Son propriétaire l'a alors déclaré volée. Le chauffeur terminera sa nuit en garde à vue. Cédric, lui, retourne en patrouille et va très vite constater un autre mauvais comportement bien français qui augmente malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et le durcissement des sanctions. Une berline grise en excès de vitesse ralentit brusquement à l'approche de la police. Bonsoir, baissez votre carreau s'il vous plaît. Bonsoir, on va sortir à la prochaine porte pour un contrôle. Allez-y, on vous suit. Les policiers ont leur petite idée sur la raison de la conduite dangereuse de l'individu. Bonsoir monsieur, police nationale, vous présentez votre permis de conduire, certificat d'immatriculation, attestation d'assurance. Le périphérique, c'est combien? 70, ouais. Plus le dépassement par la droite et votre vitesse. En plus, vous semblez alcoolisé. Donc on va procéder au pistage. Ok. Et de plus, vos passagers à l'arrière ne sont pas attachés.
Alors vous allez souffler fort mais pas trop et continue. Et on vous dira stop. Monsieur, c'est positif? C'est positif. Vous allez descendre du véhicule, monsieur? Le conducteur vient de quitter son travail de commis de cuisine. Il a visiblement un peu trop arrosé son départ. Viens avec moi. Ah, monsieur, il a consommé de l'alcool. En fonction de son taux, on verra ce que ça donne. Mais bon, si monsieur est en délictuel, ben, lui va peut-être considérer qu'on l'embête à lui retirer son permis. Mais moi, je me dis qu'on a peut-être empêché qu'il tue quelqu'un et que ce soit plus grave derrière. Donc, Les policiers emmènent le conducteur à l'UTJDR, l'unité de traitement judiciaire des délits routiers, pour déterminer son taux exact d'alcoolémie. Entre 0,25 et 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré, c'est 135 € et 6 points de moins sur le permis. Au-delà, il s'agit d'un délit et les sanctions sont beaucoup plus sévères. Jusqu'à 4 500 € d'amende, 2 ans de prison et 3 ans de suspension de permis. Alors, est-il en dessous des 0,40 mg? 0,45. Là, vous êtes au-dessus. Au-dessous? Ouais. C'est combien la mission? C'est 0,40. Une deuxième mesure, 10 minutes plus tard, confirme le résultat. Vous avez monté. C'est pas bon. 0,46. L'équivalent de 6 verres de vin. Alors, vous allez rester là. là, monsieur est en délictuel, en fait. Donc il va rester la nuit en dégrisement et après dégrisement, il sera auditionné par les officiers de police judiciaire. Pour lui, la sanction est immédiate, rétention du permis. Vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez. C'est un juge qui fixera précisément la durée de la suspension et le montant de l'amende. Depuis la mise en place d'une politique de tolérance zéro sur le périphérique parisien et la réduction de la vitesse de 80 à 70 km/h, le nombre d'accidents a baissé de 15%. Malgré tout, il reste élevé avec près de 2 accidents par jour. Car ici, comme sur toutes les routes de France, il reste un facteur bien difficile à maîtriser. Des comportements dangereux dont nous nous rendons tous coupables, sans même parfois en avoir conscience. Pour le comprendre, notre enquête nous conduit sur l'axe le plus sécurisé, l'autoroute. Ici, tout est fait pour réduire les accidents. Revêtement en parfait état, glissière de sécurité, absence d'intersection, aire de repos tous les 20 km et caméras de surveillance pour signaler les accidents en temps réel et faciliter l'envoi des secours. PC, j'écoute. Et pourtant, même ici, le risque zéro n'existe pas. Sur ces voies ultra sécurisées, le danger vient des conducteurs eux-mêmes. Fatigue, vitesse inadaptée ou encore une fois, téléphone au volant. Souvent, ils n'ont même pas l'impression de se mettre en danger en ne respectant pas les consignes de sécurité élémentaires. Sur l'autoroute A31 qui traverse la Bourgogne, les caméras ont détecté un accident spectaculaire. Une sortie de route à l'embranchement d'une aire de repos. Nous retrouvons les pompiers de Côte d'Or envoyés en urgence. C'est Philippe, adjudant-chef, qui dirige l'intervention. Il est où l'accident? C'est où exactement? Il y a peut-être par là? Une fois sur place, il faut en priorité protéger la zone d'intervention. Sur une autoroute, les pompiers risquent à chaque instant d'être fauchés par les véhicules lancés à pleine vitesse. On a dit, balisage les gars, balisez bien sur le côté là, au niveau du zébra. Philippe, lui, suit les traces sur le sol, jusqu'à l'accident. Après plusieurs tonneaux, les arbres ont stoppé net le véhicule. Étonnamment, aucune victime dans l'habitacle. Le pompier redoute qu'elle n'ait été projetée hors de la voiture. La voiture, elle est quand même bien esquintée, hein, et le pavillon est bien écrasé au niveau de l'habitacle, hein, sur les sièges avant. Il n'y a personne à l'intérieur. Fais un tour quand même avec tes équipes, voir s'il n'y a pas d'éjecté. Ok, ça marche. Et on va essayer de retrouver le conducteur. À 130 km/h, sans ceinture de sécurité, le conducteur peut être expulsé à plusieurs dizaines de mètres. 2 raisons peuvent expliquer l'accident, la survitesse ou la somnolence. Alors que les pompiers s'attendent à découvrir une ou plusieurs personnes grièvement blessées,
Une ambulance est appelée sur l'aire d'autoroute. Une victime a été retrouvée en état de choc. Elle s'est présentée à la station-service, située quelques centaines de mètres plus loin. Une victime qui est venue demander de l'aide. Le personnel de l'AP2R m'a dit qu'il avait vu le VSAB passer en direction de la station. Alors je vais aller voir là-bas, hein, et on se tient au courant. Ouais. Pendant que l'équipe du fourgon recherche d'autres victimes potentielles, Philippe rejoint l'ambulance à la station-service pour prendre en charge la victime. La personne, elle est venue à pied. T'as vu la voiture dans les arbres? Ah bah non, elle est sortie toute seule? Ouais, elle est sortie toute seule, elle est venue à pied jusqu'ici. D'accord. Donc là, nous... Il était seul dans la voiture? Elle était seule, ouais. Elle est. D'accord. Malgré la violence de l'impact, la jeune femme ceinturée tête en bas a réussi à se détacher seule, puis à s'extraire par la fenêtre pour rejoindre la station-service à 400 mètres. Mais 20 minutes après la sortie de route, l'adrénaline a disparu et les douleurs apparaissent. Une légère douleur au dos. Elle a une marque au niveau de la ceinture de sécurité. Les airbags apparemment ont claqué. Ah oui, c'est violent. J'ai dû aller voir la voiture. Ouais. Donc là, on lui a mis un collier cervical, on lui a mis la CT. C'est pas un miracle qu'elle n'ait pas grand-chose. Mais... Ouais. La conductrice est ingénieure. Elle est partie ce matin à 5h30 de Nancy pour suivre une formation à Dijon avec son véhicule de fonction. Elle est à 92, 26 ans. Il nous a dit qu'elle était venue à pied ici, donc je suis venu directement ici. D'accord. Il faudrait voir si vous ne pouvez pas récupérer ses papiers qui doivent être dans un sac à main. Et elle a 2 portables également. On va déjà retrouver un portable, on va chercher les papiers. Hein? Oui. Comme c'est fréquent, c'est sans doute un moment de somnolence qui a provoqué l'accident. La conductrice, levée à l'aube, roulait depuis 2 heures sans interruption lorsqu'elle est sortie de la route. Je ne devais pas prendre de sortie, je devais continuer, donc je ne sais pas. Soit j'ai perdu connaissance, soit je me suis endormie. Sur les autoroutes françaises, l'endormissement est responsable d'un accident mortel sur 3. Marie-Sophie a eu beaucoup de chance. J'étais en train de faire un tonneau et puis après la voiture s'est arrêtée. J'étais la tête à l'envers dans la voiture. C'était pas terrible comme situation. J'ai essayé d'attraper les téléphones mais j'arrivais pas et je savais pas si quelqu'un avait vu. Donc, du coup je suis sortie. Elle s'en tire avec de légères brûlures. Si elle avait respecté les consignes de sécurité, elle aurait peut-être pu éviter l'accident. Chez les conducteurs aguerris, les mauvaises habitudes ont la vie dure. A l'inverse, chez les jeunes, c'est l'inexpérience qui est tout aussi dangereuse. Caserne d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Ici, les pompiers connaissent bien ces petites erreurs de conduite, aux conséquences parfois dramatiques. Un accident est signalé sur la N113. Attention, départ général, accident. Au départ. Un motard et une voiture se sont percutés. Des collisions souvent fatales. L'an dernier, la mortalité touchant les 2 roues a augmenté de 9%. À 24 ans, Stella est pompier volontaire depuis 6 ans. Malgré son gyrophare, elle a bien du mal à se frayer un chemin dans la circulation de fin de journée. Il n'y a que 2 voies de circulation, c'est vachement étroit et les gens ils sont pas assez disciplinés pour nous laisser passer. L'accident vient de se produire à la sortie de la ville, sur ce pont. La victime est un lycéen de 16 ans. Peut-être à cause d'un manque de maîtrise de sa petite moto sans permis, il a percuté l'arrière de cette voiture en essayant de la doubler. Où est-ce que vous avez mal? Le jeune homme est conscient, mais Stella n'est pas rassurée. Le dos et les cervicales des motards sont particulièrement exposés lors des chocs. On va me déchirer ça. Ça me fait super mal. Il est très mal positionné. La pompier doit immobiliser la victime au plus vite. Si la colonne vertébrale est touchée, le moindre à-coup peut provoquer une paralysie. Essayez d'allonger cette jambe-là. Il faut ausculter le motard, qui ne semble pas réaliser la gravité de la situation.
il s'inquiète pour ses vêtements. Oui, alors c'est soit tu souffres, on t'enlève, et si t'as un rachis, on te pète les cervicales, soit on coupe la veste. On coupe la veste. Je pense que maman, elle voudra qu'on coupe la veste. Le jeune homme ressent de fortes douleurs à la cheville droite. C'est la jambe que ça fait mal? Les pompiers suspectent une fracture. Par contre, la cheville, elle est HS. Allez, maintenant on met soit Ce sont les médecins de l'hôpital qui affineront le diagnostic. Il y a une notion de trauma au niveau du rachis, du dos, des membres inférieurs, des membres supérieurs, chose qu'on ne voit pas de suite forcément. Et qu'on verra après différents types d'examens en milieu hospitalier. Et donc on essaie de prendre le maximum de précautions pour l'immobiliser jusqu'à arriver à l'hôpital pour après qu'il soit pris en charge par les infirmières et médecins urgentistes. Voilà. Les radios ne révéleront aucun traumatisme cervical. Doucement, les gars, Mais bien une fracture de la cheville qui nécessitera plusieurs mois de rééducation. Le temps pour l'adolescent de prendre conscience des risques liés à sa conduite. Si depuis 2010, la mortalité des jeunes de 18 à 24 ans a baissé de 30% sur les routes de France, celle des jeunes motards, elle, est en hausse. Pour y remédier, la préfecture de police de Paris organise régulièrement des campagnes de sensibilisation choc. Ce matin, au cœur de la capitale, une équipe de pilotes professionnels va se produire devant un parterre d'adolescents. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, c'est quoi ce mannequin? Alors c'est un mannequin qui est assez lourd et donc qui va représenter le poids d'un jeune ado de 17-18 ans. Bah, ça se ressent. Il est parfait là, parfait. Objectif, marquer durablement le public par la violence de scènes très réalistes. Dans une voiture lancée à 50 km/h, Laurence va d'abord percuter un faux cycliste. La démonstration se passe de commentaires. Si la voiture roule à 50 km/h, la chance de survie est de 53%. Et si la voiture roule à 30 km/h, là, la chance de survie est de 95%. La pilote va maintenant percuter un faux motard. Le mannequin glisse sur une cinquantaine de mètres. Laurence a beau pratiquer ses crash tests depuis 28 ans, elle en ressort toujours bouleversée. Le scooter, c'est violent, parce qu'on entend vraiment le bruit de la tête d'une mannequin qui se fracasse sur le pare-brise. On se dit waouh, comme si les os ils se brisaient quoi. Donc on laisse imaginer. Moi, je suis motarde en plus, donc j'imagine bien qu'une chute en moto, ça doit pas être rigolo. Les chiffres des accidents impliquant des deux roues font froid dans le dos. Ceux de 2017 sont particulièrement mauvais. 56 motards tués de plus que l'an passé et autant de familles détruites. À 500 km de Paris, Isabelle et sa famille se préparent à une randonnée un peu particulière. Une virée en hommage à Benjamin, leur fils fauché sur une départementale par un chauffard. Ça, c'est mon logo que j'ai inventé toute seule, avec sa date de naissance. Et ça, c'est ma phrase que je lui dis tout le temps. Rip, mon amour de ma vie, je t'aime très fort. Et ça, le sourire, parce que je garde le sourire malgré tout. Voilà. C'est un hommage à mon fils. Le verdict est tombé il y a une semaine. Le chauffard a écopé de 4 ans de prison, dont 2 ans ferme. Mais il n'assume toujours pas ses actes et a fait appel de la décision. Une nouvelle épreuve pour Isabelle qui doit se préparer à un deuxième procès. On se languit que ça soit fini, qu'on puisse passer à autre chose. Mais rien que de le revoir, ça va être encore un stress. Il n'a aucun regret vis-à-vis de mon fils. Et ça, pour moi, c'est dur. En attendant, Isabelle peut compter sur la solidarité de la communauté des motards.
Aujourd'hui, ils sont plus d'une quarantaine à avoir fait le déplacement pour lui rendre hommage. Tu as du monde, hein? Ouais, franchement. Ouais. Toutes ces personnes qui sont déplacées sans le connaître, donc pour nous, c'est ce qui fait la famille Motard. Pour nous, c'est important. L'an dernier, un tué sur 5 sur nos routes avait moins de 25 ans. La plupart du temps victime d'une collision provoquée par un chauffard. Refus de priorité, excès de vitesse ou conduite dangereuse, malgré l'acharnement des forces de l'ordre et des secouristes, il faut s'attendre à une nouvelle hausse du nombre d'accidents en 2018.